Je m'appelle Nicolas Bétou, je suis le directeur de la rédaction du Figaro et pendant une heure, nous allons débattre ensemble avec notre invité, avec un panel d'étudiants et avec vous, la salle. Politique, économie, société, de quoi sommes-nous responsables? C'est le thème de la Cité de la Réussite cette année. Or, s'il est un homme politique qui peut-être plus que d'autres parle de responsabilité, ou emploie ce mot responsable, c'est bien celui avec lequel nous allons parler pendant une heure. Tenez, au hasard, pioché dans différents discours, discours de Douai, mars 2006, notre responsabilité d'homme politique est immense, car les Français sont en train de perdre espoir. Or, c'est le changement qui nous protégera, c'est l'immobilisme qui est destructeur. Discours de Nîmes, mai 2006, si les Français doutent de la politique, c'est d'abord parce que les responsables politiques eux-mêmes n'y croient plus. Ils n'ont plus de projet, plus de vision, plus de talent, parce que tant d'années d'immobilisme ont fini par les convaincre que plus rien n'était possible. Discours de Nîmes encore, nous avons une responsabilité immense dans le monde tel qu'il se présente aujourd'hui. Nous devons construire une nation fraternelle en regardant la réalité telle qu'elle est. Discours de Périgueux, il y a quelques jours, en octobre, sur la justice. Je veux dire aux juges à quel point je sais que leurs conditions de travail sont difficiles, à quel point leurs moyens matériels et humains sont insuffisants. Mais je veux leur dire aussi que dans la République, nul ne peut prétendre se soustraire à la critique. Je veux leur dire que l'indépendance de la justice ne peut les exonérer d'être responsables devant le peuple de la manière dont la justice est rendue en son nom. Discours de Marseille, c'était en septembre, à propos d'environnement. Je propose que la responsabilité des personnes morales, des entreprises, soit désormais illimitée en matière d'environnement. De nombreux discours parlent de la responsabilité des parents et des enseignants en matière d'éducation. Le discours de Douai, par exemple, la France qui se lève tôt et travaille dur veut bien être au rendez-vous de la solidarité, mais elle attend en retour que ceux qui sont aidés soient au rendez-vous de leurs responsabilités. Discours de Périgueux, je vous en ai parlé tout à l'heure, ceux qui voudraient construire le monde de demain contre les nations, au lieu de travailler à leur entente et à leur coopération, courent droit à l'échec. Un monde sans attache, sans frontières, sans souveraineté serait un monde sans liberté, sans solidarité et sans responsabilité, un monde qui aurait donc perdu son humanité. Voilà, quand on regarde tous ces discours, quand on pioche dans les interviews, les différentes interventions de Nicolas Sarkozy, on entend aussi très souvent le ministre dire le devoir d'un responsable politique digne de ce nom, il est bien de construire. Alors, construire quoi? Quel monde? Quelle société? Construire quels rapports humains? Qui est responsable de cela et que peut nous amener la politique? Nous allons voir tout cela avec notre invité. Mais avant, je vais vous proposer une règle du jeu. On a beaucoup de sujets à aborder, tous. Et l'objectif est que, à la fois le panel et vous puissiez poser des questions. Pour éviter que ça parte dans tous les sens, ce que je vous propose, c'est que quand je donne la parole à la salle, ceux qui posent des questions les posent sur le sujet que nous sommes en train de traiter. Chacun de ces étudiants qui sont là ont préparé des questions sur des thèmes différents. Quand on abordera ces thèmes, je vous donnerai aussi la parole. Soyez gentils de respecter cet ordre, sinon, franchement, on aura du mal à s'entendre. Voilà, je vous demande maintenant d'accueillir Nicolas Sarkozy. Alors c'est un joli mot, responsable. Responsable. Et si j'ai bien lu vos discours, vos différentes interviews, vous dites que les hommes politiques sont pour beaucoup responsables de la désaffection des Français pour la chose publique. Et face à cela, vous revendiquez, vous, cette responsabilité de redonner à la politique un contenu et une crédibilité. Alors comment est-ce que vous pouvez imaginer changer l'état d'esprit des Français? Si on regarde les dernières années, à quoi a-t-on assisté? Un Français sur deux qui ne vote pas. 2002, à la stupéfaction de l'Europe en particulier, du monde en général. Jean-Marie Le Pen qualifié pour le deuxième tour. Un Français sur deux qui ne vote pas et 25% de ceux qui votent pour l'extrême gauche ou l'extrême droite. Le pays fondateur de l'Europe se paye
le paradoxe de voter à 55% non au référendum sur la Constitution européenne, qui par ailleurs augmentait les voix qu'avait la France. Si avec ça, on ne considère pas qu'il faut changer profondément notre façon de faire de la politique, et si avec ça, on ne considère pas qu'il y a une crise profonde du débat politique et de la démocratie politique, qu'est-ce qu'on a? Alors, que faut-il comme événement pour en tirer la conclusion qu'il faut changer et qu'on ne peut plus continuer comme cela? Ça, c'est un premier élément du débat qui doit faire, me semble-t-il, consensus, qu'on soit de gauche ou de droite. Ça ne peut pas durer de la même façon. Alors à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Je propose 2 changements. Le premier, c'est que ceux qui participent au débat public, pas simplement au débat public, au débat politique, au débat public, soient plus authentiques, plus sincères, plus courageux, disent ce qu'ils pensent. Ça a l'air de rien, c'est tout. Dès que quelqu'un ose dire quelque chose d'un peu différent, il est montré du doigt et dénoncé par l'immense cohorte des conservateurs de gauche comme de droite. Je vais prendre 1 ou 2 exemples pour faire concret. La question de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Ce n'est pas une petite question. Est-ce qu'un pays de 75 millions d'habitants aujourd'hui, de 100 millions d'habitants en 2025, a sa place en Europe ou pas? Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre. Et le débat, personne ne peut dire qu'il n'est pas utile. Je suis contre l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. On peut en débattre. Non, mais je vais même me payer le luxe de dire que je peux comprendre. Il y a des bons arguments pour la faire rentrer. Ils ne sont pas, de mon point de vue, suffisants. Mais peu importe. Quand j'ai osé dire que la Turquie, qui est en Asie mineure, n'a pas sa place dans l'Union européenne, une avalanche m'est tombée sur la tête. J'étais populiste, islamophobe, anti-européen. Je suis de ceux qui pensent que ceux qui veulent l'Europe politique, et j'en suis, détruiront l'Europe politique si la Turquie rentre. 2e exemple, l'euro. J'ai voté l'euro. Je suis pour l'euro. Je ne regrette pas d'avoir voté l'euro, mais je n'accepte pas qu'on puisse dire qu'il y a une seule façon de gérer la politique monétaire de l'euro et que nous soyons la seule zone économique du monde à avoir fait une monnaie puissante pour ne pas s'en servir. Quand je dis ça, on ne va pas dire, c'est un élément du débat, on dit, il tourne le dos à la réduction des déficits, il est contre l'Europe. Dernier point, pour ne pas faire long, mais pour montrer la difficulté des choses. Quand Madame Kremel, cette jeune femme de Seine-et-Marne de 42 ans, partant faire un jogging, a été assassinée par un individu qui s'appelle Patrick Gateau. Cette dame a été assassinée par quelqu'un qui était en prison pour avoir assassiné une autre femme. L'individu en question avait été condamné à 20 ou à 25 ans, je ne me souviens plus. Bref, il est sorti de prison au bout de 10 ans. J'ai dit, le juge de l'application des peines qui a pris la décision de libérer avant la fin de sa peine Patrick Gateau doit rendre compte de cette décision parce que la mort d'une femme de 42 ans, ce n'est pas une anecdote. À ce moment-là, j'ai été immédiatement accusé de mettre en cause l'indépendance de la justice. Il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Et les juges, comme les autres, pas plus, mais pas moins, doivent rendre compte de la façon dont ils exercent leurs responsabilités. Mais on n'a pas été voir la proposition, Nicolas Bétou, que j'ai faite, d'instaurer une responsabilité professionnelle. On a tout de suite dit, il est populiste, il met en cause l'indépendance de la justice. Voilà la très grande difficulté. Et enfin, dernier point, c'est tout ce qui est la responsabilité. Un président de la République élu, on n'élit pas un arbitre, on élit un leader qui doit dire avant les élections ce qu'il fera et qui doit faire après les élections ce qu'il a dit. La franchise dans le débat, la responsabilité dans l'action,
avec cela, on va avoir une démocratie française qui sera régénérée. Et croyez-moi, il n'y a pas le temps d'attendre. Il faut le faire et tout de suite. Rétablir la responsabilité, être responsable, c'est donc dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit. Est-ce qu'une fois arrivé au pouvoir, le président de la République, le prochain, ou la prochaine, devra exercer son pouvoir différemment pour restaurer justement ce lien entre les Français et lui ou elle? Moi, je ne suis pas enthousiaste des référendums sur tous les sujets dans la démocratie parlementaire. Je prends un exemple. Je ne suis pas persuadé que faire voter ou adopter par référendum une constitution de plusieurs centaines d'articles soit la formule la plus adaptée. En revanche, la décision de supprimer ou de poursuivre le service national me semble être adaptée au référendum. Et je trouve qu'en passant du septennat au quinquennat, on a réduit l'utilité du référendum que le général de Gaulle avait instauré dans la Ve République pour aérer en quelque sorte la respiration démocratique du fait de la durée de l'élection de 7 ans. Mais moi je pense que la prochaine campagne présidentielle, il faut en faire une forme de référendum démocratique. C'est-à-dire que gauche ou droite, chacun doit dire ce qu'il entend faire sur les grands sujets de préoccupation de la France. Et que les Français tranchent par leur vote. Nous ne nous sommes pas remis de la présence de Le Pen en 2002. Car la présence de Le Pen en 2002 a empêché, je l'affirme, les grands débats démocratiques de prospérer et a donné lieu à une espèce d'unanimité un peu sympathique et consternante, comme si le seul problème de la France, c'était d'empêcher un monsieur qui a aujourd'hui 78 ans d'accéder à des responsabilités que de toute manière, il est incapable d'assumer et que personne ne lui confiera. Bon, alors tout le monde de se mobiliser et de faire preuve d'un très grand courage. On était contre Le Pen, il fallait être contre Le Pen. Je suis l'homme politique qui l'ai affronté le plus en débat. Mais enfin, si la France n'a que le problème de Le Pen, enfin, ça va être soluble, hein, c'est surmontable. En revanche, le poids de la dépense publique, le nombre de fonctionnaires. Quelle réforme pour la justice? La question de l'orientation de la sélection dans l'éducation nationale. La question de l'autonomie sur nos universités. La question de l'autonomie dans nos établissements. La question de la carte scolaire. Bref, tant d'autres questions n'ont pas été tranchées. Et je voudrais que la période des 6 mois soit une période où toutes les forces politiques et tous les candidats mettent sur la table leurs convictions et traitent les Français en adultes. Parce que je suis sûr que les Français sont beaucoup plus lucides et responsables qu'on ne le dit. Ils ne veulent pas qu'on leur raconte des fariboles. Et qu'on aille très loin dans la précision des programmes, dans le chiffrage des programmes. Et que chacun dise, voilà ce que je ferai si je suis élu. Et à vous de décider ensuite. Et qu'ils le fassent une fois élu. Je crois que ça peut être un grand moment, comme on en a eu un en 1958, quand le général de Gaulle a tourné la page de la 4e République, comme on en a eu un en 1981, quand pour la première fois la gauche ou la 5e République arrivait au pouvoir. Je crois que le rendez-vous de 2007, ce n'est pas simplement un rendez-vous de changement de génération, ça doit être un rendez-vous assez profond de changement de façon de faire de la politique et pour la France d'affronter les problèmes dans une mondialisation que nous ne pouvons pas nier. Nicolas Sarkozy, c'est une chose de dire je veux parler directement et je pense très important d'être entendu par tous les Français, c'en est une autre justement d'être entendu par tous les Français. Est-ce que les propos d'un candidat à l'élection présidentielle ne souffrent pas du statut de ministre de l'Intérieur de ce candidat potentiel? Est-ce que, pour dire les choses brutalement et simplement, est-ce que quand on est ministre de l'Intérieur, on peut par exemple parler aussi facilement et être entendu et être compris aussi facilement par les jeunes? Enfin, d'abord, je suis heureux de voir que je suis le premier à qui ça se pose. Je n'ai pas observé que lorsque Lionel Jospin était candidat à la présidentielle, il ait quitté sa responsabilité de Premier ministre. Mais il n'était pas ministre de l'Intérieur. Ma question posée sur ce sujet-là, précisément. Je n'ai pas observé que quand Valéry Giscard d'Estaing était candidat à la présidence de la République, il ait quitté son statut
de ministre des Finances. Et je n'ai pas observé que quand Jacques Chirac était candidat, il ait quitté son statut de président de la République d'abord, de maire de Paris ensuite. Et je n'ai pas observé que le problème s'est jamais posé pour qui que ce soit d'autre que moi. Oui, je vais finir par trouver ça bizarre. Bon, quel honneur. Enfin, bon. Alors entre ceux, mes amis, qui disent ne reste pas, c'est trop d'ennui, et ceux, mes adversaires, qui disent ne reste pas, c'est trop d'avantages, ça devient complexe. Hein. Bon. La vérité de tout ça, c'est que moi, j'ai pris un engagement. Le choix, c'était en mai 2005, de revenir au gouvernement ou pas. À partir du moment où j'assume cette responsabilité, j'ai à faire mon boulot jusqu'à la dernière minute où c'est possible et en tirer les conséquences. Un mot sur les jeunes. Arrêtons de mépriser les jeunes par un jeunisme qui devient consternant. Et je vais m'en expliquer devant vous. Cette histoire qui consiste à dire que parce qu'un jeune dit quelque chose, l'ensemble de la société française doit s'incliner immédiatement, je pense que c'est irrespectueux à l'endroit de la jeunesse. Il y a des jeunes très intelligents, il y en a d'autres qui le sont moins. Il y a des jeunes très généreux, il y en a d'autres qui le sont moins. Et le fait d'être jeune n'est pas la garantie absolue de l'intelligence, de l'ouverture et de la lucidité. Et je puis vous dire une chose aussi étonnante que ça va vous paraître. Faites attention quand vous misez tout sur la jeunesse, parce que ça passe. Et encore plus étonnant, plus vite que vous ne le pensez. Bon. Alors, à partir de ce moment-là, je suis le ministre de la Sécurité et de l'Ordre. Mais lesquels ont les premiers besoins de la sécurité et de l'ordre? Vous croyez que ça plaît à un jeune de se faire racketter, de se faire importuner dans le métro, d'être avec sa copine, de la voir se faire bousculer par des voyous? Qui pose ce principe que la jeunesse ne pourrait pas comprendre qu'il y a des impératifs de sécurité? Au nom de quoi? Y aurait-il des jeunes qui seraient si sectaires, qui ne devraient pas comprendre que dans la société, il y a un certain nombre de femmes et d'hommes qui doivent porter la responsabilité de l'ordre, parce que sans ordre, il n'y a pas de liberté. Je sais que l'ordre n'est supportable que parce qu'il y a le mouvement. Alors on me dit, ah mais faites attention parce qu'avec votre boulot, ça inquiète. Mais si j'inquiétais pas, à quel niveau serais-je dans les sondages? Évidemment, quand on est à 3% dans les sondages, on n'inquiète pas. Je vise personne. Mais enfin, il y a un moment où le débat, nous l'avons eu sur le peer-to-peer. Certains de mes amis m'ont dit, il ne faut pas légiférer sur le peer-to-peer. Il faut laisser ce qu'on appelle le téléchargement, parce que c'est dans les habitudes des jeunes. Bon, je suis désolé, j'ai 5 enfants, je sais parfaitement ce que c'est que le téléchargement, je connais les habitudes de mes enfants, mais moi je suis attaché aux droits de propriété, aux droits des auteurs sur leurs œuvres. Quand on fait un film, quand on fait une musique, quand on écrit un livre, il est normal qu'on ait des droits d'auteur qui rémunèrent cette création, parce que s'il n'y a plus de droits d'auteur, c'est du vol, il n'y a plus de droits de propriété, il n'y aura plus de création. Et c'est pour ça que j'ai défendu des idées qui étaient celles-ci. Je n'observe pas que ça a provoqué chez la jeunesse une révolte extraordinaire. C'est une chose de télécharger pour en faire profiter un copain, c'en est une autre de tolérer des sites de téléchargement industriels qui ne sont rien d'autre que du vol. Pareil pour le service civique. Moi, j'ai demandé qu'il soit obligatoire, parce qu'un service civique volontaire, ça n'a aucun sens. Le service civique volontaire, ça veut dire que ceux qui n'ont pas de relations auront des obligations, et ceux qui ont des relations n'en auront pas. Ce n'est pas la société dans laquelle je veux vivre. Voilà. Et donc, je suis bien convaincu qu'on peut parler aux jeunes un langage de vérité, un langage qui n'est pas complaisant, et que le fait d'être ministre de l'Intérieur n'est pas incompatible avec le fait de pouvoir ou de savoir s'adresser aux plus jeunes. Alors, une question de Leïla. Bonjour, Monsieur le Ministre. Il faut parler fort. Bonjour, je me présente, donc Cécile Leïla, je suis élève ingénieur à l'École spéciale des travaux publics. Et ma question est la suivante. Comment le ministre d'État que vous êtes peut-il en même temps concilier son rôle au service de tous les Français
et assumer des propos qui divisent fortement l'ensemble de nos concitoyens. Léla, je suis tout à fait prêt à m'expliquer sur les propos qui divisent, entre guillemets, mais j'aurais été très heureux que vous me précisiez votre question pour que je précise ma réponse. Notamment, quand on a entendu récemment cette France aimez-la ou quittez-la, ou encore un comportement, une visite récente aux États-Unis qui n'a pas été vraiment appréciée aussi bien à gauche qu'à droite. Et puis racaille, et puis etc. Bon, on va pas... non mais allons-y. On pourrait faire une liste parce que la liste est un peu longue. Allons-y pendant qu'on y est. On va laisser de côté les États-Unis parce qu'on reviendra tout à l'heure sur la politique étrangère. Mais alors, racaille, Karcher, etc. On est là au cœur du décalage le plus invraisemblable entre une partie de nos élites et le pays. Il y a 1 an et demi, je me rends à Argenteuil, sur l'esplanade d'Argenteuil. Pourquoi Argenteuil et pourquoi à 22h30, Leïla? Parce que l'esplanade d'Argenteuil, à 22h30, c'est l'un des endroits où il y a le plus de délinquance en région Île-de-France. Et donc le devoir du ministre de l'Intérieur, c'est pas d'aller dans les endroits où il ne se passe rien, c'est d'aller dans les endroits où il se passe des choses. Et pourquoi j'y étais à 22h30? Parce qu'y aller à 8h du matin ne sert à rien, parce que la clientèle qui dépend de moi, à 8h du matin, elle n'est pas levée. Donc je vais rencontrer des gens très sympathiques, mais on va se serrer la main, bon. Et puis rien d'autre. Donc j'y vais à 22h30. Je traverse l'esplanade et je suis attendu par 200 personnes qui m'insultent, qui jettent des bouteilles, des cocktails Molotov. On met un quart d'heure pour traverser l'esplanade. Le service de sécurité me dit il faut s'en aller. Je dis non, on reste. Parce que si le ministre de l'Intérieur ne peut pas aller sur chaque centimètre de la République, alors que dire du simple citoyen? Une bagarre généralisée s'ensuit, on met 1 heure à reprendre le terrain. Parce qu'il y avait des bandes, que moi je qualifie de bandes de voyous, qu'on peut qualifier de bandes tout court, qui étaient là. Au bout d'1 heure, je ressors du commissariat, il est un peu moins de minuit. Et je vais sur une petite place à Argenteuil, dans le quartier, où il n'y a que des tours, et je vois tous les appartements sont ouverts. Évidemment, il y avait des grenades lacrymogènes, des bagarres, tout le monde. Et là, au premier étage, je n'oublierai jamais, une dame ouvre sa fenêtre et dit « Monsieur Sarkozy », c'est moi. Et cette dame, ne m'en veuillez pas, je la décris telle qu'elle est, elle est visiblement d'origine maghrébine. Ce n'est pas un défaut, c'est une caractéristique dans ce milieu et où on ne peut plus rien dire. Et elle me dit, cette dame qui habite là, « Monsieur Sarkozy, excédé, on n'en peut plus. Débarrassez-nous de cette racaille. » Voilà ce que me dit cette dame. Ça a été retransmis par la télévision, les images sont encore là. Cette dame est excédée, n'en peut plus. Je suis ministre de l'Intérieur sur la petite place, et je lui dis, Madame, je suis justement là pour ça, et cette racaille, on va vous en débarrasser. À partir de ce moment-là, ce n'était pas elle qui avait dit racaille, et moi qui lui avais répondu, c'est moi, au dire d'une petite presse minoritaire et politisée, qui avait, je ne sais pas pourquoi, insulté les habitants des banlieues. On ne voit d'ailleurs pas ce qu'ils venaient faire là-dedans, parce que cette dame, elle habite en banlieue. Et là-dessus, au lieu de se poser la question du seul problème, pourquoi y a-t-il des bandes de trafiquants dans ce quartier d'Argenteuil et des voyous qui lancent des cocktails Molotov, ça devenait que je devenais responsable pour avoir dit en juillet 2005, racaille, de ce qui se passait en novembre de la même année. Grotesque, absurde, et j'ajoute que le terme racaille est un mot de la langue française, et d'ailleurs, si c'était pour moi ce que je pensais, compte tenu d'un certain nombre d'individus que j'avais en face, je trouvais que c'était un terme bien modéré par rapport... Bon. Sur qui était là? Non mais... Sur la France, ce que j'ai dit, la France
doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. C'est ce que j'ai dit, Leïla. Et je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'hommes politiques de droite qui ont eu le courage de dire que la différence était une chance et que l'immigration pouvait être un atout pour peu que cette immigration soit maîtrisée et choisie. Mais dans le même temps, c'est vrai, j'ai dit deux autres choses. Quand on est en France, on respecte la France. Et j'ai poursuivi, et de surcroît, on l'aime. Personne, Leïla, n'est obligé d'aimer la France. Mais si on ne l'aime pas, on n'y vient pas. Et si on ne veut pas respecter nos lois, on choisit un autre pays. Je ne veux pas de voile au guichet des administrations. Je ne veux pas de la polygamie. Je ne veux pas de l'excision. Et je veux que les gens qui sont en France prennent comme premier engagement de respecter nos lois, notre culture et notre pays. Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant à dire ça. On m'a dit oui, mais Le Pen l'a dit. Ah. Alors, si Le Pen dit « le soleil est jaune », dois-je considérer, Leïla, que ça devient politiquement incorrect de l'affirmer? Quand Madame Royal dit « mes idées sont les vôtres », elle reprend le slogan de M. Le Pen, dans des conditions d'ailleurs douteuses. Personne ne va lui faire ce procès-là. Ses amis s'en chargent un peu quand même, hein, je confirme. Oui, enfin, ouais. Ses amis. Oui, si c'est M. Fabius, un ami pareil, j'en ai quelques-uns, je n'y tiens pas. Bon, mais Leïla, je veux terminer par ça parce que c'est très important qu'on s'entende. Ça fait 25 ans que je fais de la politique. J'ai été élu peut-être des dizaines de fois. J'ai été ministre un certain nombre d'années. Aucun propos, aucun fait de ma part n'a été contraire à l'idée qu'on peut se faire de la démocratie de la République. Et ce procès qui m'est fait, c'est un procès outrancier qui est fait par des gens qui, dénonçant Le Pen, utilisent les mêmes méthodes que lui, c'est-à-dire l'amalgame. Et ceux qui se parent des vertus de la démocratie pour dénoncer des gens comme moi qui ont parfaitement le droit de dire leur position. L'autre jour, je lisais une interview de M. Noah. J'aime bien M. Noah comme sportif et même comme chanteur. Mais je ne comprenais pas une chose. Pourquoi il plaide pour la tolérance et qu'il est si intolérant avec ceux qui n'ont pas ses idées? La tolérance, elle est pour tout le monde. Je n'ai pas plus de droits que les autres, mais je n'ai pas moins de droits que les autres. Et il y a des millions de Français qui peuvent se retrouver dans ce que je dis. Et nous n'avons pas accepté d'être insultés parce qu'une pensée unique, parce qu'une idéologie unique éloigne tant de Français d'un débat politique qui est devenu un débat totalement éthéré, totalement coupé des réalités. Là où on voit que je divise, moi je crois au contraire que par les idées que j'amène, par les débats que je suscite, je vais réconcilier une grande partie du pays avec la politique. Parce que la politique, c'est prendre des risques, c'est le courage d'assumer des convictions. Et si vous attendez de moi que je fasse comme les autres, c'est-à-dire du bruit avec ma bouche et des sons avec les mots, ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux changer la France, je veux transformer la France, je veux me battre sur mes convictions et je ne me laisserai pas impressionner par un procès en sorcellerie qui n'est rien d'autre qu'une méthode fasciste qui a été utilisée à tant d'époques pour faire taire des gens qui prétendaient affirmer une autre conviction que la conviction dominante. Ça s'appelle le délit de sale gueule. Eh bien, le délit de sale gueule, il n'est pas simplement à l'endroit de celui qui est minoritaire dans son pays, il est aussi à l'endroit de celui qui n'accepte pas la pensée unique. Je n'ai rien à me reprocher, Leïla, vous avez parfaitement le droit d'avoir une idée différente de la mienne, et je précise, je ne m'énerve pas, j'explique. Alors, vous avez... Vous voyez, par exemple, il y a un journal qui s'appelle Marianne, un journaliste est là. Quand vous voyez la façon dont sont traités des gens comme moi défendent nos idées, eh bien vous savez, si c'est ça la démocratie, elle est bien basse. Parce que la démocratie, ça ne justifie pas qu'on insulte les gens.